Jean-Christophe Lagarde, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Merci d'être avec nous. La procédure de divorce est engagée. Est-ce que vous versez une larme ce matin? Non, je ne verse pas une larme. Les Anglais ont décidé de quitter l'Union européenne et maintenant il faut en assumer les conséquences pour eux d'abord. Et puis nous, en étant fermes, il y a 3 sujets. Le premier sujet, c'est comment le 1,5 million de Britanniques qui vivent sur le continent européen, les 3 millions d'Européens qui vivent là-bas, continuent à pouvoir vivre et qu'on ne brise pas leur vie à cause de ce choix. La deuxième chose, c'est est-ce qu'on peut continuer à travailler à la défense ensemble? Parce que il y a que apparemment, oui, il y a un accord sur les missiles hier. Ça me paraît... Et en même temps que la Grande-Bretagne paie le chèque de 50 à 60 milliards qu'elle doit à l'Union européenne. Ils respectent les engagements qu'ils avaient faits. Mais le deuxième sujet, c'est la défense. On voit la guerre qui nous est faite, on voit les enjeux que nous avons ensemble, y compris quand Donald Trump dit « vous devez prendre », et il a raison, plus en charge votre propre défense. Puis le troisième sujet sont les conditions commerciales, douanières, fiscales qui vont être faites entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Et ça, c'est un sujet central, parce qu'il ne faut pas que, d'une part, la Grande-Bretagne soit dehors comme elle était dedans, elle ne peut pas avoir les mêmes conditions. Pas de cadeau. Mais surtout, aucun cadeau, il n'y a pas de raison. Mais surtout, le sujet, c'est que la Grande-Bretagne ne peut pas devenir le cheval de Troie des autres. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'ils auront un accord avec l'Union européenne et ils vont négocier tous les accords avec les autres. Il ne faut pas que demain, la Grande-Bretagne devienne le cheval de Troie qui sert aux produits chinois, aux produits américains et aux autres à rentrer en Europe. Goodbye, milady. Je dis ça, mais je dis surtout, monsieur El-Kabach, qu'il faut quand même que les Européens, les dirigeants européens qui ont fêté les 60 ans du traité de Rome il y a quelques jours, qui ont été incapables de prendre des initiatives, de relancer la construction européenne, de savoir comment, par exemple, dans la zone euro... que vous ne soyez pas, vous, au pouvoir. Hein. De savoir comment, dans la zone... Vous savez tout et vous avez toutes les décisions en tête. Mais excusez-moi, on peut au moins faire des propositions. Ouais. Comment, dans la zone euro, on a une gouvernance économique qui nous permet d'avoir la même stratégie industrielle, la même stratégie commerciale, la même stratégie monétaire, ce n'est même pas le cas aujourd'hui. Donc, comment on protège nos frontières en commun? Comment on fait en sorte que... Il ne faut pas oublier la politique migratoire. Mais vous dites, ils sortent de l'Union européenne. C'est peut-être pas mauvais pour la zone euro si elle sait réagir. Et d'autre part, pas de Frexit, comme certains le disent. On reste dedans. La Grande-Bretagne vient de faire un choix qui lui coûte cher, vous venez de le dire. Est-ce que la France a besoin de se suicider? La réponse est non. Et je vais vous dire, quand j'entends Mme Le Pen et M. Mélenchon qui disent la même chose finalement, militer pour la sortie de la France de l'Union européenne, qu'est-ce qu'ils font? Ils font exactement ce dont Donald Trump rêve. Depuis qu'il est à la Maison-Blanche, il assume une chose, c'est qu'il faudrait détruire l'Union européenne. À ses yeux, à lui, de président des États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est plus facile pour lui, de Washington, d'imposer, je vais terminer ma phrase quand même, oui, d'imposer sa volonté et ses intérêts à 27 pays séparés, plutôt qu'à 27 pays en face de lui. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sont à la fois complices de Donald Trump et de Vladimir Poutine. Si Marine Le Pen et Mélenchon n'existaient pas, Poutine et Trump les inventeraient. Oui, parce qu'ils n'ont pas besoin de lui, de toute façon. Alors, autre chose. Pénélope Fillon a donc été mise en examen après une interminable audition pour soupçon d'emploi fictif avec toutes sortes de chefs d'accusation. Est-ce que vous voyez là un nouveau mauvais coup de François Hollande, organisé, inspiré, conduit par lui? Non, c'est d'ailleurs quelque chose qui est annoncé depuis des semaines. Je crois que ça fait un mois qu'on sait que Pénélope Fillon sera auditionnée par les juges et donc sera mise en examen. L'élément nouveau... Est-ce que c'est une preuve d'un complot anti-Fillon? Moi, je n'ai jamais pris part à des théories complotistes. Je dis simplement qu'en revanche, et c'est ce que montre le livre qui a été tant commenté, à chaque fois qu'il y a une enquête judiciaire, manifestement ou parfois même pas une enquête judiciaire, ça remonte à l'Élysée et ensuite ça fuite dans la presse. Je pense que le principal point de fuite, il est à l'Élysée. Ah oui. Et est-ce que vous pensez que la justice est zélée et qu'il y a toutes sortes de petits juges Hollande? Non, je pense que la justice, elle fait son travail. Et malheureusement, le calendrier qui est le nôtre, c'est que le jugement aura lieu après l'élection présidentielle, sans doute longtemps après l'élection présidentielle. En clair, pendant l'élection, le juge condamne ou non, je dis que malheureusement, ce calendrier est imposé aux candidats, est imposé aux journalistes, est imposé aux magistrats. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant toute la campagne présidentielle, on aura eu tous les soupçons possibles et imaginables. On n'aura pas le jugement, on ne saura pas la vérité. On s'acharne sur François Fillon et sa famille, à votre avis? Des affaires dans cette campagne présidentielle, il y en a beaucoup. Il y a eu celle de M. Fillon. Je ne crois pas. Il y a eu celle de M. Fillon, il y a celle de Mme Le Pen et de son parti politique. Il y a des choses qui concernent M. Macron. Tout ça, en réalité, de mon point de vue, ne devrait pas commanditer le choix des Français. Pourquoi? Parce que ces affaires, on saura plus tard la vérité, en tout cas ce qu'en dira la justice. En revanche, dans un mois et demi, on aura un nouveau président de la République. On aura oublié ces affaires, mais on aura un nouveau président de la République, et celui-là, il prendra des décisions qui concernera la vie quotidienne des Français, ce qui n'est pas le cas des jugements dont je parle. Est-ce que vous pensez que la justice a tout inventé dans l'histoire? Évidemment que la justice n'invente rien. Donc donc rien. Donc, vous me posez une question, je vous réponds. Oui, d'accord. La justice n'invente rien. Elle invente. La justice, elle enquête. La justice, elle enquête à partir des révélations.
Mais elle enquête avec raison quand elle est en train de travailler sur ce qui s'est passé concernant M. Leroux, quand elle est en train de travailler sur Mme Le Pen, quand elle travaille évidemment sur François Fillon et son épouse. La justice, elle fait son travail. Et la question, c'est pas de la commenter maintenant. C'est simplement d'attendre un jugement pour savoir la vérité. 6 ténors des Républicains ont déposé plainte il n'y a pas longtemps pour demander une enquête sur un éventuel cabinet noir à partir de la lecture d'un livre dont vous avez parlé tout à l'heure et d'un cabinet noir dirigé ou inspiré par l'Élysée. Et c'est un des 6, Luc Châtel, qui disait hier « scandale d'État » et qui mérite un procès. Vous êtes sur cette ligne? Écoutez, quand j'ai lu ce qui s'est passé avec le fils de Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, qui a été interpellé par la police alors qu'il consommait un peu de cannabis, en pleine campagne régionale, et qu'on voit qu'il y a eu une intervention politique, c'est en tout cas ce qu'affirment les journalistes, une intervention politique pour rendre ça public, je pense que oui, il y a là un abus de pouvoir qui mérite enquête. Donc il faut une enquête. Parce que, mais écoutez, vous imaginez quand même qu'en pleine campagne électorale, des faits de la vie quotidienne malheureux viennent en réalité être utilisés pour essayer de faire perdre l'élection dans la première région de France à Valérie Pécresse. Franchement, si c'est pas de l'abus de pouvoir, c'est quoi? Donc il y en a 6 qui ont signé. Pourquoi vous n'avez pas signé, vous? D'abord parce qu'on ne me l'a pas proposé. Et vous ne croyez pas à la démarche? Et deuxièmement parce que je pense que ce sont les victimes qui portent plainte en règle générale. Oui, et les victimes sont liées aux 6. En tout cas, Valérie Pécresse est une victime. Au fond, parce que quelquefois on attaque François Hollande simplement, quel intérêt il aurait, lui qui n'est pas candidat à la présidentielle, à écouter, à espionner et à comploter, à votre avis? D'abord, ça fait pas très longtemps qu'il n'est pas candidat et tout ce qui est relaté, c'est l'ensemble de son quinquennat. Tout le monde sait qu'il avait envie de se présenter à l'élection présidentielle et que l'échec total de son quinquennat l'a fait d'abord abandonner par ses amis, ce qui fait qu'il a abandonné la compétition. Mais son intérêt, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'amis dans la compétition. Est-ce que vous croyez que Jean-Yves Le Drian, sous prétexte qu'il soutient aujourd'hui Emmanuel Macron, n'est pas un ami de François Hollande? Est-ce que vous pensez que ces ministres qui rejoignent Emmanuel Macron n'est pas... Est-ce que vous pensez qu'ils les rejoignent sur ordre de Hollande? Pas du tout. Je pense en l'occurrence qu'il a des amis qui soutiennent Macron, d'autres qui soutiennent Hamon, et donc que François Hollande soit totalement désintéressé par l'élection présidentielle, je n'y crois pas. Alors aujourd'hui, François Fillon ne serait pas qualifié pour le deuxième tour. Et pourquoi vous êtes convaincu maintenant que François Fillon peut être président de la République? Parce qu'aujourd'hui, il y a 40% des Français qui disent qu'ils ne savent pas quel est le choix qu'ils feront. Et je pense même, et c'est le drame de cette élection présidentielle, c'est que l'omniprésence, justement, des affaires des uns et des autres, a empêché un débat présidentiel. Or, la présidentielle, ça sert à quoi? Ça sert à choisir un cap, ça sert à choisir un projet. Excusez-moi, c'est pas un slogan de dire qu'on n'a pas eu un débat présidentiel. Non, il y a des débats, moi, je ne parle pas de slogan. Ici, le 4 avril. Je ne vous parle pas de slogan, monsieur Kabash. Il y a des je vous dis simplement, on les a à la radio, à la télévision, on les entend, on entend les documents, on les lit. Kabash, si vous voulez bien m'écouter. Mais oui. Il se trouve que cette élection présidentielle m'inquiète, tout simplement parce que l'élection présidentielle en France, ça fonctionne comme une catharsis. On efface le passé, on recrée quelque chose de nouveau. Et là, les Français ne font pas de choix. En réalité, quand vous rencontrez des Français, ils vous disent qu'est-ce qu'on peut faire? Rien ne leur convient de ce qui est proposé, et même les sujets, et même les sujets de fond ne sont pas abordés. Comment on fait reculer le chômage? Comment on rétablit une école républicaine qui permet à un enfant d'ouvrier d'être un jour à votre place, comme c'était le cas il y a 30 ans? Dites à vos amis de lire les programmes, de les écouter. Il n'y a que ça. Il y a que ça un peu partout. Est-ce que vous me laissez parler du programme? Est-ce que vous êtes en train de dire qu'on est en train de voler l'élection présidentielle? Non, je suis en train de dire pour le compte qu'on est en train de rater cette élection présidentielle. Parce que à cause de cette ambiance où on ne parle de rien, d'aucun sujet. Regardez, j'ai essayé pendant 30 secondes de dire par exemple qu'on devrait redresser l'éducation nationale ou arrêter de refiler nos factures à nos gosses à travers la dette française. On ne peut même plus parler de ça. C'est ça qui est difficile dans cette élection présidentielle. Or, les Français, ce qui va changer leur vie, c'est pas ce qui fait la une d'un journal un jour, ce sont les décisions qui vont être prises et la façon dont on construira une majorité. Ça aussi, c'est compliqué parce qu'il y a l'élection présidentielle et l'élection législative. Et une majorité demain à l'Assemblée nationale, c'est pas si simple que ça quand on voit l'état du pays. Sur quoi repose votre conviction actuelle pour François Fillon? Sur son projet. Je pense en l'occurrence... Pourquoi vous avez tellement changé? Je ne vais pas revenir sur les reproches qui vous sont faits, qui resteront une marque et un reproche ironique qui durera longtemps sur l'UDI. Allons-y, lequel? Non, les allers-retours, le soutien, puis pas le soutien, puis le retour. C'est vrai qu'entre-temps, on vous a proposé 92 circonscriptions. Monsieur, mais ça n'a rien à voir. Non. Parce que figurez-vous qu'avant... C'était pas désintéressé. Avant, vous en aviez davantage. Non, il y avait déjà 92 circonscriptions dans notre accord, donc ça n'a rien changé. Pourquoi vous êtes parti? Pardon. Je ne peux pas revenir là-dessus. Pardon, si, puisque... Attendez, vous ne pouvez pas... Non, monsieur El Kabash, vous ne pouvez pas dire... Excusez-moi, vous ne pouvez pas dire, je ne reviens pas dessus,
l'évoquer et ne pas me laisser m'expliquer. Il se trouve, c'est très simple, que le jour où François Fillon annule sa visite au Salon de l'Agriculture, où on apprend qu'il va être mis en examen, il y a un débat qui se crée chez les Républicains. Il faut changer de candidat. Nous disons à ce moment-là la même chose. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait parler projet plutôt que de parler d'autre chose. Il se trouve que le candidat que nous souhaitions, Alain Juppé, n'est pas candidat. C'est un fait politique. Et à partir de ce moment-là, il ne reste qu'un seul candidat qui porte un projet qui nous correspond, qui permet de construire une majorité telle que nous la souhaitons et qui permet une alternance après 5 ans de hollandisme. C'est François Fillon. Et à ce moment-là, évidemment, on s'engage dans la campagne. Ce n'est pas une hésitation. Ce débat, il a eu lieu chez les Républicains. Et vous auriez pu me reprocher, monsieur El-Kabach, de dire « Ah bah vous, les centristes, naturellement, vous ne prenez pas position ». Si on a pris position, il se trouve que dans ce débat, il a été tranché chez les Républicains. Et maintenant, il y a une campagne parce que, comme je le dis, il y aura un président de la République dans 1 mois et demi. Moi, j'aimerais qu'on fasse un choix pour savoir comment on réduit la dette française, pour savoir comment on assure une sécurité, une autorité de l'État, comment on redresse une justice qui est plus capable de rendre ce service public aux Français. Et tout ça, on n'a plus le droit d'en parler, on parle tout le temps d'autre chose. Regardez, c'est ce que vous faites là. J'essaye. Vous voyez, c'est ce que vous faites. Donc votre choix aujourd'hui, il est momentanément définitif ou il est définitif ? Il est absolument définitif. Il a même été voté par le Conseil national de l'UDI à une très grosse majorité, à peu près 600 voix contre 10, il y a de cela quelques jours, samedi dernier. Emmanuel Macron, il demande rien apparemment, je l'entendais hier, il promet ni investiture ni ministère, il pique tout, écoutez-le. Je suis heureux que notre démarche suscite un intérêt chaque jour grandissant. Le soutien des citoyens, je m'en réjouis. Mais l'agenda caché des politiciens, je m'en méfie. Nous n'avons pas fait tout cela depuis le 6 avril 2016 pour continuer à faire pareil ou à faire avec les mêmes. Un soutien vaut une voix, pas une investiture, pas une participation à la campagne, pas une modification de notre programme. Il est sûr de lui, vous le trouvez arrogant déjà ? En tout cas, trop sûr de lui, parce que, comme je le disais, il y a 40% des Français qui n'ont pas fait leur choix. Et, pardon de le dire, M. Macron a dit beaucoup de choses. Il a dit « je suis socialiste ». Comme vous tous. Oui, mais enfin, pas toujours en contradiction les unes avec les autres. Je suis socialiste, puis je suis plus socialiste. Je vais faire une majorité ouverte. Je vais permettre des étiquetages multiples, etc. Puis finalement, en fait, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « je suis l'homme providentiel, je veux un parti, une seule tête derrière moi ». En réalité, il n'y a plus ni coalition, ni débat, contrairement à ce qu'il proposait. Il y a juste, simplement, suivez-moi, je suis le guide. Vous lui avez tellement reproché. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne voie. Vous lui avez tellement reproché. Nous, on s'est toujours battu pour qu'il y ait des coalitions. De combien d'UDI vous avez dépouillé déjà ? Vous savez, c'est 4 sénateurs sur 34 et c'est un député sur 27. C'est quand même pas grand-chose. Mais il y a quand même la tentation de Macron, non ? Non, pas vraiment. Non, pas du tout. Je vous dis, on vient d'avoir un Conseil national, 600 voix contre 10. La tentation est marginale, reconnaissez-le. Vous avez raison de dire il est et à droite, et à gauche, et au-dessus de la droite, et au-dessus de la gauche, etc. Mais en même temps, il occupe le centre, ou plutôt la position centrale. Il vous la pique. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça, parce que... Il vous met plus vers la droite. Là encore, on parle positionnement politique, moi je veux parler projet. Nous défendons la TVA sociale. La TVA sociale, c'est un moyen de faire payer aux produits qui sont fabriqués à l'étranger une partie de notre protection sociale. Aujourd'hui, monsieur El-Kabach, quand vous achetez un robot allemand, vous payez la retraite des Allemands parce qu'ils ont créé en 1997 une TVA sociale. Il vaut mieux avoir une fabrique de robots. Qui permet, ça c'est sûr. Mais il se trouve que nous payons tous la protection sociale, ou en tout cas une partie de la retraite des Allemands, eux ne payent pas la nôtre. Lui, il choisit la CSG. La CSG, c'est une conséquence. On alourdit les charges de travail, sur le travail, et on fait essentiellement payer aux retraités qui vont avoir à la fois la CSG à payer, et qui n'auront pas, eux, les dégrèvements dont bénéficieront les salariés. En clair, pour ceux qui travaillent, on fait payer plus les retraités pour augmenter un petit peu le pouvoir d'achat de ceux qui travaillent. C'est pour ça que vous le cognez. Non, je trouve par exemple que ça n'est pas centriste parce que c'est absolument... Regardez, prenez. Il est soutenu par un centriste, M. Jean Arthuis. Pendant 15 ans, M. Jean Arthuis a défendu la TVA sociale. Et là, il a abandonné, jeté à la rivière. Moi, je garde mes convictions. C'est un des éléments ce que j'essaye d'illustrer, c'est que je garde mes convictions et je me bats pour un projet et je continue. Jean-Christophe Lagarde, aujourd'hui, Manuel Valls va sans doute s'éloigner définitivement de Benoît Hamon, le vainqueur de la primaire. Il va désigner la menace, une victoire de Marine Le Pen et se rapprocher à petits pas de Emmanuel Macron. Qu'est-ce que ça va changer ? D'abord, ce que ça change, je pense que ça signe l'explosion du Parti socialiste, avant même le premier tour de la présidentielle. Entre déjà Emmanuel Macron, qui était, avec un certain nombre de députés socialistes, un détachement, le fait qu'un certain nombre de ministres, ou d'anciens ministres de François Hollande, le rejoignent. Aujourd'hui, que Manuel Valls, ancien Premier ministre, il y a quelques semaines et quelques mois, dit ça, on montre qu'il y a un parti socialiste bien ancré à gauche et un parti socialiste plus protéiforme qui est en train de se créer.
tout est en train de se recomposer, à la fois la C'est gauche, exactement ce que je pense. le PS. On voit Manuel Valls qui essaie de se mettre à bonne distance de Emmanuel Macron et de Benoît Hamon. Et puis à droite aussi, vous avez des problèmes, et au centre aussi. Le 23 avril, au soir du premier tour, est-ce qu'on dit que certains dirigeants républicains seraient tentés par un accord, un pacte avec Marine Le Pen? Est-ce que ça vous semble possible? Non, je crois que c'est impossible. Et en tout cas, pour ce qui concerne l'UDI, les choses sont très claires. Il n'y a pas que l'UDI. Certains républicains de la droite des républicains pourraient-ils le faire? Et s'ils le faisaient, est-ce qu'ils seraient désavoués? Il serait sanctionné. Monsieur El-Kabbach, je vous remercie de votre invitation. Et comme vous le savez, je suis président de l'UDI, pas porte-parole des Républicains. Et vous êtes allié? Pas porte-parole des Républicains. Et donc je parle au nom de l'UDI et je dis que pour l'UDI les choses sont très claires. Quel que soit le candidat qui sera face à Marine Le Pen le 23 avril au soir, si elle est qualifiée, on peut encore avoir l'espoir qu'elle ne le soit pas. Si elle est qualifiée, on votera pour celui, on appellera à voter pour celui qui sera face à l'extrême droite. Et si votre champion perd? Et je crois, pour dire les choses chez les Républicains, mais je ne suis pas leur porte-parole, je pense qu'en réalité personne, je pense en l'occurrence que personne de significatif ou d'important chez les Républicains ne prendrait ce risque-là. On n'est pas dans une cantonale partielle. Et déjà, je ne partageais pas leur attitude du Nini. Là, on est à la présidence de la République. Et si l'extrême droite l'emportait, au-delà de la faute morale que ce serait pour le pays des droits de l'homme, le drame économique et social que représente pour les Français, et notamment les plus modestes, le programme de Mme Le Pen doit être évité absolument. Alors, si votre champion finit par perdre, on ne sait jamais, on a vu qu'il pouvait gagner d'après ce que vous dites, et auquel peut-être vous croyez, qui conduit la bataille législative? Chez vous, d'abord. Chez nous, c'est le chef, c'est le parti politique que je préside. Et s'il y a une alliance ou une association, comme c'est aujourd'hui le cas, droite et républicain, c'est qui? François Baroin, il y aura évidemment une alliance. Laurent Wauquiez, Nicolas Sarkozy de loin. C'est à eux de dire qui nous aurons comme correspondants chez les Républicains. Est-ce que vous pensez qu'il y a un objectif, c'est certain, d'avoir, si Emmanuel Macron gagne, une cohabitation? La question, elle ne se pose pas dans ces termes-là, de mon point de vue. Gagner au législatif, vous avez perdu à la présidentielle. Et moi, j'espère évidemment que ce n'est pas ce résultat-là qui surviendra. Mais disons les choses clairement. Ensuite, il y a une élection législative. Les projets que nous portons aujourd'hui, on ne va pas en changer demain. Et donc, il faut bien, à ce moment-là, que les Français choisissent une majorité à l'Assemblée nationale. Vous appelez ça une cohabitation? Non. Comme l'élection, une majorité qui viendra de l'élection législative et une autre contraire à la présidence de la République. Comme l'élection présidentielle, comme je vous le disais tout à l'heure, et dans des conditions exceptionnelles, vous le dites vous-même, tout est en train d'exploser, de se recomposer. C'est à l'Assemblée nationale que la recomposition aura lieu. Quelle majorité donc les Français? Vous l'excluez pas. Vous savez, je rencontre beaucoup de Français qui me disent c'est dommage toutes ces affaires parce que François Fillon a le meilleur programme. Ce programme, c'est celui de l'UDI et des Républicains. Il sera aussi porté aux législatives. Donc vous pensez qu'il peut y avoir une cohabitation? Je pense que les Français peuvent donner une majorité pour transformer le pays, à l'UDI et aux Républicains. Derrière la victoire de François Fillon, ou même s'il n'y avait pas de victoire. Une coalition pour la gauche et une cohabitation avec la droite. Marine Le Pen a été invitée par Pierre Gattaz devant le MEDEF. François Fillon a été très bien accepté, son programme aussi a été applaudi. Est-ce que Pierre Gattaz a eu raison d'accueillir et d'auditionner pour la première fois Marine Le Pen au MEDEF? Le rôle du MEDEF, c'est de discuter avec tous les candidats qui peuvent devenir président de la République. Et malheureusement, Marine Le Pen peut aujourd'hui devenir présidente de la République. Et donc c'est normal. Je crois savoir que les chefs d'entreprise ont à la fois exprimé et ressenti combien le programme économique de Mme Le Pen était dangereux, absurde, contre-productif, ruinerait les artisans et mettrait tous les Français qui travaillent aujourd'hui peu ou prou à l'exportation en grande difficulté, donc en perte d'emploi. Il a bien fait de l'écouter, comme ça on l'a démystifié. Ne serait-ce que pour savoir que ce qu'elle raconte sur le plan économique est juste absurde. Pardon, mais les économistes de différents cercles ont chiffré son programme. La France est déjà tellement lourdement endettée, tellement en déficit, qu'en plus on va se rajouter une facture en se tirant une balle dans le pied? Mais on a besoin du Front National pour faire l'unité ou le ciment électoral de quelques partis à droite et à gauche. Je ne suis pas sûr du tout alors qu'il y a une décrue en Europe de tous les mouvements d'extrême droite. Mais ça dit en passant. Allez expliquer aux Pays-Bas qu'il y a une décrue, expliquer en Hongrie qu'il y a une décrue. Je pense que c'est l'inverse. Et en Allemagne, l'AfD est en train de baisser. Pourquoi est-ce que c'est? Parce que l'Allemagne a une dirigeante, Mme Merkel, qui dirige très bien son pays depuis maintenant une quinzaine d'années et qu'ils en tirent les fruits. Ils n'ont pas de chômage, ils n'ont pas de déficit, ils ont une capacité à exporter que nous n'avons pas. En Allemagne, on réussit ce que la France n'a pas su faire. Pourquoi? Parce que la France a refusé de se transformer et l'enjeu de l'élection présidentielle, ce serait de savoir comment on se transforme pour justement avoir... Je pense même qu'on a plus d'atouts dans le monde
que l'Allemagne pour réussir. Simplement, le carcan administratif et le carcan fiscal qu'on impose aux Français fait qu'on paralyse et qu'on corsette la société française. Au lieu de la libérer, elle a plein d'énergies qui sont aujourd'hui enfermées. Est-ce que vous demandez au gouvernement de surseoir à toutes les décisions stratégiques et de les laisser au prochain gouvernement? Par exemple, Fessenheim. Il y a les urgences, la Guyane, ça on est en train de s'en occuper. Mais par exemple, Fessenheim ou d'autres mesures, il faut dire stop. Attendez qu'on arrive, si vous arrivez. Sur un problème comme Fessenheim, de toute façon, une décision du gouvernement aujourd'hui n'aura aucun effet. Ça fait 5 ans que M. Hollande parle de Fessenheim, ça fait 5 ans qu'il ne se passe rien. C'était une promesse de campagne destinée à attirer les écologistes. Mais en revanche, des décisions stratégiques, effectivement, sur la reconstruction de l'Union européenne, sur la façon dont on doit gérer l'OTAN, sur la façon dont on doit avoir des relations avec les États-Unis, notamment des négociations commerciales que M. Trump veut recommencer, évidemment que ce n'est pas un pouvoir finissant, pour ne pas dire agonisant et évanescent, de lancer ces négociations, mais au nouveau pouvoir qui sera issu des présidentielles et des législatives. Qui serait peut-être pas vous. Pardon ? Qui serait vous ou peut-être pas vous? Moi, je n'aurais pas la prétention de M. Macron de prétendre avoir gagné une élection avant que les Français aient fait leur choix. Merci d'être venu, bonne journée et pour nous à demain.